Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Aujourd'hui, avec 3 jours de recul, on va revenir sur la défaite du FC Metz sur la pelouse du Red Star, la capacité parfois chronique des hommes de Stéphane Lumignan à transformer les opportunités en actions et les actions en but. On évoquera bien évidemment le cas d'Alexandre Kidja, une nouvelle fois fautif, une nouvelle erreur individuelle totalement fantaisiste de l'international algérien, l'erreur de trop avant d'aller affronter Ajaccio sur sa pelouse lundi. Ajaccio, prochain adversaire du FC Metz, les Grenats ne sont désormais plus l'équipe à battre. C'est plus l'équipe qui fait peur à ses adversaires. Peut-on réellement espérer une remontada au classement et penser à la montée? Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille mes chroniqueurs du jour. Il était en tribune de presse au Stade Bauer mardi pour voir le triste spectacle. Mehdi Abirez est avec nous. Salut Mehdi. Salut Gérald, salut à tous. Ouais, j'étais en tribune de presse et la route du retour a été très très longue. J'imagine. À tes côtés, notre tacticien préféré, Thomas Soquet-Doué. Salut Thomas. Bonjour tout le monde, bah ouais c'est bien de reparler des mêmes choses, des mêmes problèmes, Toujours les mêmes problèmes. d'apporter les mêmes solutions, mais on va en discuter en profondeur, donc non, très content d'être là. Et enfin, journaliste et pigiste à l'Hebdo La Semaine et à Sport 365, ancien présentateur du Graouli Limac, vous l'avez reconnu, Arnaud Desmerlet est avec nous. Salut Arnaud. Salut Gérald, salut à tous. Effectivement, on va parler de ce triste match contre le Red Star. Alors messieurs, l'heure est grave, les Grenats pour le moment invaincus à domicile, qui viennent d'enchaîner 3 victoires à Saint-Symphorien, ont cependant perdu une nouvelle fois à l'extérieur, c'était il y a 3 jours à Saint-Ouen face au Red Star. 3e revers à l'extérieur de suite, et même schéma que la dernière fois à Grenoble avec une erreur individuelle grossière d'Alexandre Kidja, une domination stérile et une incapacité chronique de l'attaque à se montrer décisive. Mehdi, tu étais donc au Stade Bauer mardi, comment expliquer cette défaite, outre bien sûr la boulette d'Alexandre Kidja, on y reviendra bien entendu en long et en large juste après. Je t'écoute. C'est compliqué parce que c'est le match qu'on ne doit absolument pas perdre sur le papier et c'est le match qu'on ne doit pas absolument pas perdre en fait dans les faits. L'équipe du Red Star était faible, il n'y a pas forcément de gros potentiel individuel dans cette équipe. Tout devait sourire à ces joueurs-là et le fait de perdre là-bas, c'est assez inexplicable en fait parce que on commence à revoir les mêmes choses qui ont conduit aux mêmes effets, voilà, aux défaites contre Grenoble et même contre Troyes dans une certaine manière. Mais là, contre le Red Star, c'est difficile de mettre des mots parce que tout était en main. La réaction après le but n'a même pas été là. On a tiré que C'est quoi, deux ou trois c'est fois en un seconde complexe période. un complexe de supériorité, tu crois? C'est quoi? Franchement, je sais pas, ou bien qu'il y a un blocage. En fait, ce qu'on pensait, la force mentale de cette équipe qu'on a trouvée au début de saison après des égalisations tardives contre Bastia, contre Laval, finalement, c'était peut-être un mirage et cette équipe a besoin de plus de travail à ce niveau-là que l'on pensait. Parce que, très honnêtement, l'absence de réaction en seconde période, malgré la domination, encore une fois, le Red Star n'a pas cherché à faire plus, hein, et leur fébrilité défensive, on n'a pas réussi à inquiéter plus que ça le gardien francilien. Et franchement, c'est assez, pour un club qui se veut être au premier poste en Ligue 2, c'est assez inquiétant quand même. Thomas, les Messins savent plus se déplacer depuis 3 rencontres, alors que c'était une des forces du FC Metz. Là, les Messins rentrent dans leur rang, hein, on va dire, et s'éloignent inexorablement du duo de tête. Oui, alors après, je pense que c'est un peu un coup de hasard le fait que, comme par hasard, ça tombe sur des matchs à l'extérieur. Je pense réellement que bah, c'est qu'à un moment donné, il y a des coachs, alors contrairement peut-être à un certain ancien coach messin, mais ils regardent les matchs des autres équipes qui jouent au Metz et qui, bah, ils ont compris que, bah, ouais, alors déjà quand tu as la chance de marquer contre Metz, c'est incroyable, mais en fait, ce que tu fais contre Metz, c'est que tu joues dans un bloc bas serré. Metz n'a aucun joueur offensif qui a du poids dans la surface de réparation pour profiter d'éventuels centres, et vu qu'on aime bien faire des centres à répétition et que c'est pas les quelques 1m70 et quelques de Savali
ou même de toute autre offensive qui vont prendre le dessus. Je veux dire, à un moment donné, les coachs adverses, ils regardent les matchs, quoi. Donc, ils ont compris ça. C'est pour ça que c'est bizarre, hein, quand vous prenez les 6 matchs de Metz, où Metz a la plus grosse possession de balles donc de toute leur saison, ben, vous avez dans ce lot-là 3 défaites, 2 nuls et une victoire. La victoire, c'est Martigues, hein, c'est le 6-0. Donc voilà, c'est qu'à un moment donné, les mecs ont compris que au mieux, tu as le match nul, d'accord? Plutôt, enfin, au minimum, pardon, tu as le match nul, et au mieux, tu peux peut-être avoir même une victoire si tu profites d'erreurs des joueurs messins. Mais Donc les à un moment opportunités, donné, on les a quand même. Les actions de Tchèque Sabali, elles sont là. Je veux dire, il manque pas grand-chose. S'il transforme les deux, trois opportunités qu'il a, oui, ça match. je suis d'accord, mais j'ai à un moment donné, pour moi, ça, c'est un peu qu'un trompe-l'œil parce que certes, il peut le transformer, mais le fait est, c'est qu'à un moment donné, tu ne fais que t'empaler et tu continues à t'empaler sans vraiment te dire, OK, on va peut-être tenter autre chose. Encore une fois, il y a un choix qui a été fait de ne pas garder d'éléments offensifs de grande taille parce qu'on considérait que dans le côté projection vers l'avant, dans le côté mobilité, c'est un problème. Ok, très bien. Il s'avère que contre des équipes qui jouent dans un bloc bas et qui te laissent entre guillemets t'empaler dessus, ben ce déficit-là, tu le ressens. Voilà. Donc c'est juste que, à moins qu'à un moment donné, le Mignon comprenne que jusque peut-être au mercato d'hiver, qu'il peut-être prenne enfin un joueur un peu plus physique devant, dans le cas de situation. Hein, je ne parle pas pour démarrer un match, hein, encore une fois. Peut-être, je sais pas, de frapper de l'extérieur de la surface, hein, vu les pieds que l'on a. Hein. On en revient à ce que j'avais un peu dit après l'un des derniers débriefs. Ben, ça va continuer. Hein, et on reparlera peut-être d'Ajaccio après. Mais ça va continuer. Hein. Je veux dire, ce qu'on a vu là, on a vu la même chose contre Troyes, on a vu la même chose contre Grenoble, on a vu la même chose contre Bastia et contre Laval. Alors, Bastia-Laval, heureusement, on a eu un match nul, alors que ça aurait dû finir sur une défaite. Hein. C'est un miracle, hein, Bastia et Laval. Donc, t'es proche d'avoir eu 5 défaites de la même manière. Donc à un moment donné, ben, soit il y a une réaction du coach hein, en premier lieu, soit bah, contre ce genre d'équipe, on va continuer comme ça, tout simplement. Ah, Arnaud, ce FCMS qui nous donnait tant satisfaction en début de saison avec ce jeu de possession et ses buts de Cheikh Sabali est en train de sombrer petit à petit dans la névrose. On en est presque à se souvenir de la saison d'il y a 2 ans avec l'Aslo Bologna. Seulement cette année, il n'y a pas de Georges Mikotadze pour nous sauver. Quel regard tu portes, toi, sur cette défaite de mardi et sur la situation actuelle des Grenats? Bah, cette défaite, pour moi, comme l'a bien dit Mehdi et Socket, elle est inexplicable en fait. On ne pouvait pas perdre ce match. C'était impossible vu la position du ballon des Grenats et surtout la faiblesse de l'adversaire. Et pourtant, le FC Metz l'a perdu sur une boulette d'Alexandre Kidja. On en reparlera plus tard. Moi, ce que je vois surtout, et Socket l'a très bien dit, c'est que le FC Metz aujourd'hui a un jeu stéréotypé. Comme l'an dernier, en fait, mais c'est tout l'inverse. L'an dernier, on n'avait pas la possession du ballon et au petit bonheur la chance, un contre, un petit peu comme le Red Star en Ligue 1. Cette année, on a la possession du ballon, on essaye de faire du jeu. On était tous là à dire que c'était super, on voyait enfin du jeu. Malheureusement, pour faire ce jeu-là, il faut plus. Il faut plus dans la surface de réparation. Je pense que vous en avez déjà parlé depuis le début de saison. Aujourd'hui, on n'a pas de numéro 9. Quand on a un jeu comme ça, il faut avoir un renard des surfaces. Le tube de l'été, Cheikh Sabali, c'était super, mais ce n'est pas un numéro 9. Il va s'éteindre, surtout face à des équipes avec des blocs bas recroquevillés en défense. Cheikh Sabali, il faut des espaces. Alors effectivement, il arrive à se créer des occasions, mais là, il marque moins, il va un petit peu perdre en confiance, donc ça va être plus compliqué. Et surtout, moi, ce que je reproche, c'est qu'on a des joueurs, je pense à Papa, à Madou Diallo notamment, ou à Gauthier Hein, qui ont ce pouvoir d'accélération. Ils doivent encore plus prendre le match à leur compte. C'est à eux de faire des déblocages, de faire des accélérations qui peuvent permettre justement de trouver ces espaces. Et malheureusement, ils ne le font pas encore assez. Malgré tout, je pense que c'est cyclique. Voilà, les défaites appellent les défaites, les victoires appellent les victoires. Aujourd'hui, il y a 3 défaites de suite à l'extérieur. Faut pas non plus tomber dans la sinistrose, je pense. Je pense que ça va tourner. Je pense que tu l'as dit plus ou moins tout à l'heure. Il y a du jeu, il y a des occasions. On n'aurait pas des occasions, je serais un peu plus sévère. Maintenant, effectivement, moi, ce qui me dérange plus, c'est les défaites face à 3, le Red Star, c'est-à-dire 2 équipes en bas de tableau qui vont lutter pour se maintenir, qui n'ont absolument rien ou presque dans le jeu.
Et tu perds contre ces équipes-là. Et puis, comme l'a très bien dit Socket, encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Pour les prochains matchs, ce qui peut m'inquiéter davantage, notamment à Ajaccio, il suffit de mettre l'autobus. Et puis, pareil, comme nous l'an dernier, hein, au petit bonheur la chance, comme le Red Star, bah, ça peut passer, ou au pire un match nul. Parce que effectivement, il n'y a pas assez de pouvoir d'accélération et de différence faite dans la surface de vérité. Et encore une fois, on en revient à ce que vous avez certainement dit depuis le début de saison. Au niveau de la politique du club, on le paye. On ne peut pas partir en Ligue 2 avec des ambitions sans un vrai numéro 9, avec un joueur actuel qui s'appelle Simon Elissor, qui fait un match sur trois parce qu'il est blessé, parce qu'il n'est pas forcément bien dans sa tête. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand on est en Ligue 2, il faut un bon gardien. Pour le moment, on l'a plus. Il faut une bonne défense. On prend trop de buts. Et il faut un bon numéro 9. On l'a pas. Voilà, et donc la transition est toute trouvée. On est bien évidemment obligé d'aborder ce sujet. Il est malheureusement redondant cette saison, et puis même les saisons précédentes, mais cette année encore plus. Notre portier Alexandre Roukidja a une nouvelle fois fauté. On voit d'ailleurs à l'écran les illustrations de Sparrow à ce sujet. Mehdi, ce but contre son camp, il est totalement lunaire. Et pire encore, il intervient à peine 10 jours après une autre énorme boulette à Grenoble. Pourtant, quelques jours avant, Okidja avait fait le taf à domicile contre Guingamp et avait même provisoirement fait taire les critiques. Mais là, ça devient vraiment très difficile de le défendre. Ouais, ça devient très difficile de le défendre. Et puis moi, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup Alexandre Okidja en plus, donc ça me fait mal de dire ça. Mais Je crois qu'on est tous un peu ah, dans la même. Ouais. ouais, c'est assez compliqué effectivement. On était un peu tous sonnés quand on a vu ce but avec les collègues de la presse, parce que c'est quelque chose qui voilà qui n'a absolument pas lieu d'être. La main n'est pas assez ferme. Enfin, il y a aucun danger. Je veux dire, Et puis alors, c'est la assez. balle, elle peut partir dans l'autre sens. Non, elle part vraiment dans le but, quoi. Là, c'est Ouais, ouais, vraiment. bah sa main gauche, voilà, C'est sa main horrible, gauche quoi. était ouverte, direction le but, et le ballon a fini au fond des filets. À quoi ça joue un match de foot? C'est quand même extraordinaire. Non, c'est vrai qu'Alexandre Boukidja est pas bien, hein. Voilà, on l'a vu en zone mixte après match. Il n'a pas beaucoup voulu nous parler, mais sa gestuelle et ses quelques mots qu'il nous a lâchés en ont dit long. Et je pense qu'il est vraiment en plein doute. Pas, je veux dire, il y a un sacré décalage avec le reste de l'équipe. Le souci, c'est que ça va commencer à irriter, et ça commence déjà un peu à irriter. On a parlé avec Mathieu Hudol, dont vous avez peut-être vu la réaction, Ouais, on a vu la euh, réaction directe, ouais, c'est vrai. qui commence voilà, à un peu tirer la sonnette d'alarme, et sans le nommer, Mm. mais en disant ouais, il faudrait peut-être commencer à arrêter les conneries, quoi. Donc Stéphane Le Mignon était un peu plus, on va dire, un peu plus dans la retenue. On lui a posé une question sur Okidja, il a un peu botté en touche. Je pense il s'attendait pas à gérer un cas aussi exceptionnel, parce que c'est Et un cas surtout que la exceptionnel. question lui avait déjà été posée Oui, bien sûr. deux matchs avant, et il avait dit que ça faisait partie des interrogations. Et Mm. force est de constater que la question revient sur le tapis. Donc, Et d'autant plus que il est entre guillemets bloqué par le fait que notre deuxième gardien, peu de monde le connaît, notre cher Papsi. On ne sait pas trop ce qu'il vaut, en tout cas pour la Ligue 2. Il a fait un match amical contre Serein, si je dis pas de bêtises, où il a joué ouais, entièrement. il a fait Mais quelques petits trucs sympas, mais bon. c'est sa seule référence. Autant dire que ça reste assez faible. Je présage pas de son niveau, hein, c'est un très bon gardien, mais si c'est notre seule solution, notre seule route de secours, le FCMS va avoir un gros souci, en tout cas jusqu'au mois de janvier, si tant est qu'Alexandre Nukija ne retrouve pas son niveau très rapidement. Mais très Mm. honnêtement, au point où il en est actuellement, je trouve assez compliqué de pouvoir lui refaire entièrement confiance sur les prochains matchs dans un effet immédiat. Thomas, comment gérer une telle situation d'après toi? Est-ce qu'il faut attendre que le joueur se remette tout seul dans la course, retrouve de la sérénité? Est-ce qu'il faut le mettre sur le banc et donner sa chance au gardien numéro 2? Moi, je fais clairement partie de ceux qui pensent qu'il faut le faire souffler euh, mentalement. Je pense que mentalement. Alors, encore une fois, la pression des supporters, c'est une chose. Je veux dire, bon, les épisodes, je veux dire, Okidja, c'est pas. Les histoires d'Okidja qui, entre guillemets, joue contre son équipe, ça date pas de cette année, Ouais, ça c'est vrai. date pas de l'année dernière. Il y a eu des épisodes où il a joué contre son équipe, hein. Il y a eu le fameux match à domicile contre Angers, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, où il attrape un joueur angevin. Voilà, enfin, il- il-
on va dire que vis-à-vis des supporters, il y a un passif. Le seul souci qu'il y a, et je pense que Mehdi l'a très bien dit, c'est que ça commence à irriter les joueurs de l'effectif. Et là, c'est plus la même histoire. Là, le Mignon peut pas dire, en fait, j'ai lu de la question quand on me la pose. Je veux dire, quand ces joueurs vont venir le voir et dire, bon, et surtout peut-être le capitaine, voire même Traoré, hein, qui ont une légitimité pour aller le voir, lui dire, mon coach, on se donne à fond pour que défensivement, on se fasse pas poutrer par nos adversaires. Et force est de constater qu'il y a très peu d'adversaires qui ont mis à mal notre défense dans un jeu direct. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a eu, par là, dernièrement, des joueurs qui ont joué contre nous, hein, et il y en a notamment un qui est censé avoir appris de ses erreurs et qui joue encore contre nous. Donc, il va peut-être falloir faire quelque chose à un moment donné, temporairement en tout cas, pour le laisser souffler mentalement dessus. Clairement, moi, je suis pour l'avis de mettre Papsi au moins temporairement sur le terrain. D'autant qu'encore une fois, Metz ne se fait pas tant inquiéter défensivement que ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Papsi ne va pas avoir une pression adverse offensive très forte sur lui. D'accord? Ce qui fait que ça réduit le risque que dans le jeu direct, il se fasse bananer. Voilà. Après, pour les raisons, je pense qu'effectivement, le fait que ça revient chaque fois. Il y a aussi quelque chose que pas beaucoup de gens ont indiqué. Je pense aussi que ce qui se passait au niveau de sa carrière internationale à Hockey sur les dernières semaines ont aussi un peu joué dessus. Dans le sens où, je sais pas si vous savez, mais donc il a été rappelé en sélection lors de pas le dernier rassemblement, mais le Ouais, rassemblement d'avant. l'avant-dernier. Ouais, ouais. Et il a été appelé en disant je sors de ma retraite internationale, tout. Sauf qu'en fait, il n'a pas joué lors des rencontres de ce rassemblement. Il a été mis sur le banc à chaque fois. Et là, il n'a pas été rappelé pour le dernier. J'ai l'impression qu'il se dit ouais, je vais peut-être trouver mon petit point de bonheur avec la sélection algérienne. J'arrive pas à le trouver non plus. Et là, il y a tout qui va contre lui en fait. Donc voilà, c'est là où le coach doit avoir la responsabilité à partir du moment où tout est un peu contre lui, qu'il a entre guillemets contribué directement ou indirectement, hein. Il doit le faire souffler temporairement, que ça va se retomber la pression aussi bien sur lui, sur les joueurs. Les supporters, c'est entre guillemets secondaire hein, dans l'histoire. Enfin, ça doit pas être son souci premier en tout cas. Et donc voilà pour que ça retombe dessus. Voilà. Mais Bah, c'est encore vrai une que fois, il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt de ce qui se passe actuellement. Il n'empêche que il s'y ouais. contribue d'une petite part, mais ça y contribue quand même, quoi. C'est vrai que tu parlais du passif. C'est vrai qu'on en parlait encore il y a quelques jours avec Thomas Jean-Georges. On savait que de toute façon, il y aurait une nouvelle boulette à un moment donné. On connaît Okidja, ça fait des années qu'il est là, ça fait des années qu'il fait la même chose. On avait juste, enfin, on s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite. Arnaud, la situation est très délicate pour le poste de gardien. Alors, on pourra toujours critiquer les choix de la cellule de recrutement, hein. Maintenant, le mal est fait, mais comment expliquer un tel marasme pour le poste de gardien cette année, alors qu'à Metz, on a toujours eu des grands gardiens, même parfois deux dans l'effectif. Comment t'expliques ça, toi? C'est compliqué à expliquer. C'est vrai que Metz a eu historiquement de grands gardiens par le passé. Aujourd'hui, bah, tu m'as lancé un petit peu la perche. C'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à comprendre le départ de Guillaume Ditch l'été dernier. Alors, j'en ai parlé avec Stéphane Lemignan. Lui, il n'était pas en place à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est un vrai choix Mm. du club, en concertation certainement avec Guillaume Ditch, qui voulait sans doute avoir la certitude d'être numéro un au FCMS, ce qu'il aurait dû être en fait. Avec la descente de Ligue 1 à Ligue 2, c'était le moment idoine pour mettre dans les cages Guillaume Ditch. Donc ça, pour moi, c'est l'une des premières erreurs et peut-être l'erreur la plus importante. Guillaume Ditch, même si on m'a laissé comprendre qu'on n'était pas totalement confiant sur son niveau et sa valeur pour le mettre numéro un, j'estime qu'un gardien international espoir qui avait fait des bonnes saisons en Belgique peut en tout cas avoir sa chance. Mm. Ça, pour moi, c'est une première erreur. Après, sur le cas Okidja, je suis moins sévère que Socket. Alors, c'est vrai que le but pris à Grenoble, je lui enlève. Je lui enlève. Parce que c'est une erreur au pied. Et on sait tous que c'est son talon d'Achille. Et un gardien, même si aujourd'hui un gardien moderne doit être bon au pied, c'est d'abord aux mains qui doit exceller. Après, sur le but encaissé donc, mardi, oui, évidemment, le ballon n'est même pas cadré. Arthur Carmi l'aurait même arrêté les yeux fermés. Donc, Un petit clin d'œil au passage. malgré tout, contrairement à Socket, moi, je veux maintenir ma confiance à Alexandre Oukidja. Je ne pense pas qu'il s'agisse de le faire souffler.
pour plusieurs raisons. Alexandre Kidja a répondu présent le match d'après contre Grenoble. C'était face à Guingamp. Il a été bon, décisif sur les quelques arrêts qu'il a eu à faire. Après, c'est quelqu'un d'expérimenté, qui se connaît. Et que je pense que le mettre sur le banc, si ça ne vient pas de lui, je pense que ce serait compliqué et psychologiquement, et ça le mettrait encore plus à mal. Et comme tu l'as dit, Socket, on ne peut pas faire la saison, je pense, avec Papsi. Je pense que c'est un choix par défaut. On a été le chercher à Serein parce que c'est le club satellite. Mais c'est pas un premier choix. Il a 27 ans, il n'a jamais joué en Europe à part au RFC Serein. C'est pas une assurance tout risque. Et Alexandre Kidja, malgré le fait qu'il a son caractère, qu'il a Ouais, fait des... Je pense que quand même, il apporte davantage de garanties. Là aussi, je pense que c'est cyclique. Il faut qu'il refasse deux, trois bons matchs. Alors, effectivement, on ne va pas attendre jusqu'à janvier s'il nous fait une boulette sur les deux matchs. J'entends, j'ai vu aussi la réaction de Mathieu Hudol après le but encaissé. Malgré tout, pour moi, je pense que ça reste l'un des cadres du vestiaire et qu'il faut lui faire confiance. Donc, pour moi, je le mettrai encore titulaire lundi, sauf s'il demande lui-même à aller sur le banc. Ce qui est étonnant, parce que j'y ai pensé après le match contre Grenoble, donc Boukidja n'avait pas été convoqué, avant le match contre Grenoble, Boukidja n'avait pas été convoqué avec la sélection algérienne. Et le sélectionneur algérien, Vladimir Petkovic, ancien entraîneur de Bordeaux notamment, avait dit que Boukidja était à 60% et qu'il ne prendrait les joueurs que s'ils ne sont à 100%. C'était une phrase qui m'avait paru, moi, Mais il personnellement, était pour le blessé. coup. Il était Ouais, blessé. il était blessé, Il avait un petit coup au pied, ouais. ouais, D'ailleurs, il n'a pas joué contre Serein il pendant a, le. il a pas joué, ouais, ouais. Mais ceci dit, il y a peut-être aussi d'autres raisons. Peut-être que le rendement d'Oukidja à cette période-là n'était pas non plus extraordinaire Hmm. et qu'il a préféré se mettre, gérer d'autres personnalités, quoi. Mais en tout cas, dans 3 jours, le FCMS se déplace en Corse pour affronter Ajaccio avant d'enchaîner la réception de Caen 5 jours plus tard. On va jouer une nouvelle fois les oracles avec les traditionnels pronostics. Mehdi, tu vas garder la parole. Ajaccio, club de bas de classement, un seul point sur les 4 dernières rencontres. C'est un scénario qu'on connaît, malheureusement. Est-ce qu'il est déjà écrit, à ton avis, ce scénario? Non, 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 pas spécialement. Là, je pense que une deuxième rencontre de suite à l'extérieur, ça nous est pas arrivé cette saison. Donc, il y a une occasion de réagir, il y a une occasion d'effacer ça, puisqu'on est sur un bon match sur deux en ce moment. Maintenant, effectivement, Ajaccio, alors c'est déjà pas très simple d'aller jouer à Ajaccio au stade François Coty pour les raisons qu'on connaît. Mais j'ose espérer qu'il y a de l'orgueil dans cet effectif et que ils vont essayer de se remettre sur les rails, notamment en faisant un bon début de match qui pourrait permettre de les mettre en bonne condition pour la suite. Allez, j'ai confiance en ces joueurs pour créer un petit sentiment de révolte et je vais donner une victoire pour le FCMS, mais une petite victoire. D'accord. Thomas, plutôt confiant à ton niveau sur la capacité de ce groupe messin à retrouver de l'efficacité dans les deux surfaces et ramener quelque chose d'Ajaccio ou plutôt pessimiste? Bah, si on joue de la même manière que contre le Red Star, ça sera, je pense, au mieux un match nul, hein. Je le dis clairement. Sauf si, encore une fois, à un moment donné, avec ce que tu as à ta disposition, tu décides de procéder d'une autre manière que contre le Restart. Et que contre Troyes et contre Grenoble. De toute façon, on ne pourra pas faire pire, entre guillemets, parce que Ajaccio, sur le papier, est assez similaire au Red Star, hein. Je veux dire, c'est équipe qui a très peu marqué cette saison. C'est troisième plus mauvaise attaque de Ligue 2. Je veux dire, sur le papier, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc là, maintenant, bah, soit on fait la même chose, et je parle pas encore une fois, même si on fait pas d'erreur, et ça fait que 0-0 à la fin, hein, si on arrive sur ça. Donc soit on fait la même chose, et on aura à peu près le même résultat, soit, ou alors on a un miracle, un truc incroyable qui tombe du ciel, pourquoi pas. Ou alors on change des choses, dans ce cas-là, je pense qu'on peut être déjà les premiers à ouvrir le score. Et si on est les premiers à ouvrir le score, on sait que Metz là est très très fort. Metz a très peu de chances de se faire rattraper s'ils ouvrent le score. Donc il faut pas répéter les mêmes erreurs que le Red Star, notamment sur la construction offensive. D'accord? Défensivement, il se passera ce qui se passera avec Ukidja ou pas Ukidja. Mais si on fait pas d'erreur derrière et qu'on ne change pas les choses, ça sera similaire au Red Star. Sinon, peut-être une issue un peu plus heureuse. Donc,
Je suis quelqu'un de pessimiste dans la vie, donc je vais dire match nul 0-0. Voilà. Arnaud, tu auras le mot de la fin. Outre ton pronostic, est-ce qu'on est déjà à un tournant de la saison pour les Grenats avec ces 2 matchs qui approchent? Alors, il reste encore beaucoup de journées. Je ne vais pas être comme un coach à dire il faut prendre les matchs les uns après les autres. Mais c'est vrai que Lorient et le Paris FC me semblent aujourd'hui au-dessus du FC Metz, notamment parce que offensivement, ils ont ce pouvoir de perforer n'importe quelle défense. On a bien vu Lorient le mardi contre Dunkerque, victoire 4-2 alors qu'ils étaient menés 2 fois au score. Le Paris FC a sans doute la plus belle équipe sur le papier et même sur le terrain. Donc ces 2 équipes, pour le moment, je dis bien, sont au-dessus du lot. Mais derrière, Gérald, quand tu vois les troisièmes, Annecy, Amiens, le FC Metz n'a rien envie à ces équipes-là. Il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, le FC Metz n'était pas forcément mieux avant de se déplacer Ouais. au Havre. C'était quasiment à la même époque, c'était la 12e journée, et il y avait eu après le déclic avec le match de Coupe de France. On y arrive. Donc, il n'y a pas trop de retard. Malgré tout, pour répondre à Socket, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il faut changer des choses. Mais avec Stéphane Le Mignan, j'ai peur qu'encore une fois, ça soit un coach qui reste sur ses idées et veuille aller au bout de ses idées avec cette envie d'avoir la possession du ballon coûte que coûte et de produire du jeu. Donc là-dessus, c'est ça qui me fait peur. Malgré tout, je suis, contrairement à Socket, je veux être optimiste. Je veux croire que ça va aller mieux parce qu'on a des joueurs de talent. Gauthier Hein, on le sait, on le voit, il peut débloquer une situation. Diallo, il a un potentiel énorme. Enfin, voilà, au milieu de terrain et en attaque, enfin, l'équipe, sur le papier, elle a largement les moyens. Même des joueurs comme Bokele qui ont quand même quelque Oui. chose à dire, pour montrer. Bokele, pour moi, doit rentrer plus tôt dans les matchs. Car justement, il a ce feu dans les jambes qui peut permettre de débloquer des situations. Maintenant, il faut effectivement gagner des matchs plus et ne pas perdre. Donc pour moi, c'est un match encore en reconstruction, puisqu'on reste sur 2 défaites en 3 matchs. Donc pour moi, faire un match nul à Ajaccio, même si Ajaccio est une équipe mauvaise, on va le dire, ça serait pas si mal. Donc je vais dire aussi 0-0, en sachant qu'il y a quand même une donnée à prendre en compte, que même si nous sommes revanchards, Ajaccio aussi. Ils ont perdu à Guingamp 1-0 dans le temps additionnel. Donc je suis persuadé que leur coach les a sermonnés, qui va leur dire « Les gars, c'est terminé, on ne peut plus perdre de points comme ça. » Et on le sait, encore une fois, comme l'a dit Mehdi, à Ajaccio, à François Coty, c'est jamais simple. Donc 0-0 pour moi. Magnifique, et ma réponse lundi. Messieurs, le talk touche à sa fin, merci à vous. Chers internautes, pensez à liker la vidéo, à commenter, à partager. On se retrouve très vite sur letsgobes.com et dans un prochain numéro du talk. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.